Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire que l'on réalise avec le CESA. Et en fait, ce webinaire, il va porter sur l'analyse de vulnérabilité d'équipements biomédicaux. Donc, typiquement, les équipements de chez Siemens, de chez Philips, par exemple, qu'on peut trouver dans des centres hospitaliers ou dans des établissements de santé. Et on va regarder ensemble comment on peut analyser les vulnérabilités d'équipements de ce type, puisque ce sont des machines un petit peu spécifiques. Et donc, on va regarder un petit peu comment on peut faire tout cela. Pendant tout ce webinaire, il y a la possibilité de nous poser des questions. Et donc, vous avez un petit système de chat intégré à Livestorm. Et donc, n'hésitez pas à écrire directement dans le chat vos questions. On y répondra soit à la fin de ce webinaire, soit en cours de route en fonction de l'organisation générale. Donc, vraiment, n'hésitez pas à y poser vos questions. Si jamais je me présente brièvement, Maxime Eléaline, donc je suis un des cofondateurs de la société Cyberwatch, qui a été rachetée par Framatome fin mai 2022. Et j'ai démarré la sécurité informatique il y a une vingtaine d'années. J'avais démarré avec de l'analyse de programmes, des jeux vidéo principalement sur lesquels je m'amusais à faire des modifications. Et depuis, donc, j'ai publié pas mal de vulnérabilités, que ce soit via des programmes de bug bounty ou via des CVE. Et il se trouve que j'ai aussi une certaine expertise sur l'analyse des systèmes biomédicaux, puisque je m'occupe de ces sujets-là avec nos clients dans les centres hospitaliers, notamment de tout ce qui est intégration avec des solutions qui font de la découverte d'actifs biomédicaux. Donc, on va regarder un petit peu comment on peut faire de l'analyse de vulnérabilité sur des actifs qui sont assez particuliers, qui ressemblent à des boîtes noires finalement. C'est-à-dire des actifs biomédicaux, souvent on va vous dire faut pas y toucher, c'est très 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 sensible. Alors, côté Cybot, on a quand même une certaine relation avec les systèmes d'information de santé, parce qu'on fait pas mal aussi de projets open source. Il y en a certains qui ont été repris par notamment le site Cyberveille Santé. Un des projets que vous avez peut-être vu passer là-dessus, ça s'appelle Richelieu. C'est un dictionnaire de mots de passe francophone très utilisé. Et également, on travaille donc pas mal avec le milieu de la santé, tout simplement parce qu'on a beaucoup de clients en fait qui sont soit des ARS, soit des centres hospitaliers, soit des EHPAD ou des cliniques où on fait même des infogeurs et des hébergeurs qui travaillent dans des environnements qui sont certifiés AGS. Et donc on connaît pas mal ce milieu-là. Et donc on a une petite expérience maintenant, puisque si je résume une grosse tendance des dernières années, c'est auparavant c'était que la partie IT traditionnelle, les machines Windows qui intéressaient nos clients par exemple. Et depuis peu, on voit qu'il y a aussi vraiment un vrai engouement pour l'analyse des systèmes biomédicaux, parce que maintenant c'est aussi dans le giron de la plupart des responsables sécurité des systèmes d'information. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un équipement biomédical? En fait, si jamais on regarde un IRM, par exemple, donc les systèmes qui permettent de faire de l'imagerie pour en fait voir dans l'intérieur du corps humain comme ça, et ben en fait, on va avoir un patient avec donc l'IRM qui va être par exemple sur, en fait, ça va être un OS propriétaire Philips. Mais en fait, l'IRM comme ça, souvent, il est connecté à une machine qui est sur de l'IT plus traditionnel, et notamment avec du Windows 10, par exemple. Quand ça se passe bien, malheureusement, il y a aussi beaucoup de machines qui sont sous Windows 7 pour piloter ce genre d'équipement. Et il y a un échange, en fait, entre la machine Philips et la machine Windows 10 avec des protocoles comme DICOM, par exemple, pour obtenir justement tout ce qui est image. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la particularité des équipements biomédicaux, en fait, c'est la même chose que ce qu'on a dans les usines de production plus les usines lourdes, c'est-à-dire par exemple la production de gravier, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, là-dedans, on va parler de système industriel. Et un système industriel, qu'est-ce que c'est? C'est une machine très 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 particulière avec un firmware, donc un micro-logiciel, donc très très peu d'intelligence dans ce logiciel-là, quelque chose de très boîte noire, très fermé, avec souvent également des machines un peu plus dans l'IT traditionnel qui vont avoir une plus grande intelligence avec du Windows ou l'équivalent. Et la partie IT traditionnelle va servir à piloter, à contrôler la partie OT, on dit. Donc la partie OT, c'est les systèmes industriels habituellement. Et en fait, quand on parle d'équipements biomédicaux, on a exactement la même approche. C'est-à-dire que les équipements biomédicaux, il y a de l'OT en quelque sorte, c'est la partie plus euh, Philips, c'est la partie plus Siemens Healthineers par exemple. Et la partie IT, c'est la partie
IHM interface homme-machine. Et donc, on a d'un côté un poste de travail, par exemple, qui correspond à peu près à de l'IT classique, et de l'autre, on a une machine Philips, par exemple, qui va être dans une boîte noire, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit normalement de faire de modifications là-dessus. Alors, une des contraintes qu'on observe, nous, sur ce marché-là, sur donc les systèmes, biomédicaux comme ça, c'est qu'il y a une forme d'obsolescence qui est imposée malheureusement, aux opérateurs. C'est-à-dire que beaucoup d'opérateurs dans les centres hospitaliers aimeraient bien avoir des systèmes modernes, par exemple du Windows 10, du Windows 11, des choses comme ça. Mais quand le constructeur de l'IRM vous dit: C'est compatible que avec Windows XP ou Windows 7, bah, ça génère des difficultés, vous n'avez pas le choix. Donc il y a un premier problème, c'est en fait, il y a une vraie obsolescence qui est présente, et cette obsolescence, malheureusement, elle est imposée. En termes de chiffres, il y avait un tweet de Mathieu Guérin, donc un des consultants assez importants chez Wavestone, qui est assez intéressant parce qu'il dit qu'il y avait 25 des organismes de santé qui utilisaient toujours, hem, en fait, du Windows XP, et 18% de ce Windows XP était connecté à des équipements médicaux. Et donc, ça, c'était des chiffres qui venaient plutôt du Royaume-Uni et des États-Unis, mais ça permet d'avoir une forme de tendance générale, une forme de température de l'écosystème. Et c'est quelque chose de très complexe, toute cette obsolescence du marché. La deuxième contrainte, c'est qu'il y a un certain rythme de travail un peu plus lent, malheureusement, dans les systèmes biomédicaux, qui en fait est semblable à ce qu'on voit dans le milieu de l'OT, donc dans le milieu des systèmes industriels. Euh, un exemple très concret, c'est il y a une vulnérabilité qui avait été publiée pour des équipements Philips, donc des IRM Philips. Il y avait des vulnérabilités qui avaient été publiées et qui avaient été publiées en fait fin 2021. Et en fait, le constructeur avait dit clairement, effectivement, il y a une vulnérabilité, mais on va sortir un correctif, vous en faites pas, sauf que la publication du correctif avait été annoncée dès novembre 2021 comme étant disponible pour octobre 2022. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient tout de suite annoncé, c'était pour dans un an. C'est le genre de choses, si jamais on regarde dans la partie IT, les gens hurleraient si jamais on avait ce genre d'annonce. Dans la partie OT, on accepte ce genre de choses parce que c'est un rythme un peu différent, c'est aussi des contraintes très différentes, et puis il y a des vies humaines en jeu derrière. Donc on veut que ça marche bien plutôt que ce soit sûr. La partie, sécurité, évidemment, c'est quelque chose que l'on vise tous, mais on privilégie surtout que ça fonctionne bien pour délivrer le service médical. Et les risques propres justement aux dispositifs médicaux, si on reprend les approches traditionnelles avec disponibilité, intégrité et confidentialité, nous, ce qu'on observe aussi, c'est que la partie disponibilité, elle est très importante parce que sinon on ne peut pas délivrer le service de santé pour les patients. La partie intégrité, on veut aussi que les données, elles soient, très, proches de la réalité, qu'elles soient intègres parce que sinon ça pourrait entraîner de mauvais diagnostics. Et puis la partie confidentialité, là par contre, il y a carrément des approches réglementaires qui font que les données de santé, en fait, on va avoir tout un tas d'obligations sur la confidentialité, et donc il y a carrément aussi des approches réglementaires qui viennent encadrer une partie de cette analyse disponibilité, intégrité, confidentialité sur le volet justement donc confidentialité. Et malheureusement, quand on a des dispositifs biomédicaux, c'est souvent aussi des dispositifs qui ont besoin d'être interconnectés avec d'autres systèmes, et en fait, comme en sécurité informatique, souvent la sécurité de tout le système d'information dépend de la partie la plus faible du système d'information, et ben en fait, ça a tendance à niveler parfois vers le bas, la sécurité générale du système d'information, au moins sur la partie biomédicale, parce que quand on est obligé d'avoir un Windows XP, par exemple, forcément, on va, même si on fait plein d'efforts pour tout le reste, ça peut générer des problèmes. Et donc, quand on a ce genre de choses et qu'en plus il y a des interconnexions fortes, eh bien, ça peut générer des gros risques pour tout le système d'information. Si bien que souvent, une des décisions qui est prise là-dessus, c'est d'isoler le réseau biomédical, et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Euh, il y a quand même une bonne nouvelle par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, les attaques sur les dispositifs biomédicaux, c'est pas si facile que ça à faire. C'est-à-dire que la vraisemblance d'une attaque informatique sur des équipements biomédicaux, en fait, elle est assez faible, tout simplement parce que autant en école d'ingénieur, par exemple, peut se former très facilement pour faire des attaques sur des Windows Server, des choses comme ça, autant les personnes qui savent attaquer, par exemple, des firmware Philips, il y en a pas 50 000 dans le monde.
parce que c'est difficile pour les gens de se procurer déjà un IRM Philips et de faire des tests dessus. Par contre, si jamais l'attaque, se produit concrètement, il y a un impact fort parce que ça peut provoquer en fait des décès, si jamais on peut pas délivrer le service de santé, ou alors en fait, il y a aussi des impacts réglementaires sur la partie par exemple confidentialité, où dans ce cas-là, il peut y avoir une exposition financière très, très, très élevée. Et par contre, le fait que ce soit aussi interconnecté avec des systèmes qui sont plus traditionnels comme de l'IT et notamment en fait parfois de l'IT ou sur lesquels on va avoir des prérequis, malheureusement très anciens, typiquement les fameux Windows XP ou Windows 7 dont je parlais tout à l'heure, et ben ça fait que ces systèmes IT plus traditionnels, eux, vont avoir par contre une vraisemblance d'attaque plus élevée parce qu'attaquer un serveur Windows Server 2003 ou alors une machine Windows 7 ou Windows XP, c'est beaucoup plus facile. Et là, on se retrouve avec, des éléments de type ransomware ou des choses comme ça sur ce type d'équipement. Et donc, si jamais, en fait, je peux vous donner quelques petits exemples, comme ça. Et ben, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette interconnexion entre des systèmes sur lesquels la vraisemblance d'une attaque, elle est faible, mais l'impact est considérable et d'autres systèmes qui peuvent sembler un peu plus anodins comme du Windows 7 ou autre, mais finalement pour lesquels la vraisemblance d'une attaque, elle est très, très, très élevée. Ben, cette interconnexion, elle est réelle et en fait, si jamais vous regardez sur des sites même comme Shodan, vous pourrez voir en fait, avec des petites recherches qui vont bien, qu'on peut trouver des machines qui exposent même des ports, DICOM, par exemple. Et ce qui est assez intéressant avec l'exemple que je vous montre ici, c'est que, bah, on voit en fait qu'il y a du DICOM sur une machine sur le port 4242 en TCP. Et en fait, c'est une machine clairement obsolète parce qu'on voit même qu'elle expose du Apache Tomcat 8.5.5. Et en fait, Apache Tomcat 8.5.5, bah, ça date de 2016. Or, les données que je vous montre ici, on peut les voir sur la zone droite de l'écran, mais en fait, elles datent de mai 2022. Donc, ça veut dire que pendant 6 ans, là, il n'y a pas eu de mise à jour typiquement déployée sur cette machine-là. Donc c'est vraiment pour vous dire que ces interconnexions entre des systèmes qui sont obsolètes, souvent malheureusement par obligation, et des systèmes qui sont plus complexes à attaquer et qui sont de la machinerie lourde, bah, elle est réelle. Et en fait, cette interconnexion entre l'IT et l'OT, parfois, elle est même très forte, puisque là, c'est des machines qui sont carrément exposées sur Internet. Donc, il faut faire attention. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'une des premières recommandations, par exemple, de l'Agence du numérique en santé, c'est justement de cloisonner, c'est-à-dire de faire une isolation au niveau de l'établissement pour qu'il y ait que les réseaux biomédicaux, en fait, soient totalement décorrélés de tout le reste. On se dit: «Bah, OK, ça, c'est le réseau sur lequel il va y avoir des machines un petit peu plus anciennes, pour délivrer le service de santé, on va faire en sorte de totalement le cloisonner». Par contre, ce qui est aussi important, c'est d'inventorier ces machines-là et ça, c'est pas une tâche qui est forcément très simple. C'est-à-dire que c'est pas facile de savoir que les équipes, de médecine, par exemple, ont rajouté un nouvel IRM dans le réseau, par exemple. Donc c'est le genre de chose qui est très important, mais qui est pas facile à faire. On verra justement les recommandations par rapport à ça. La troisième recommandation, c'est d'appliquer un processus de maintien en conditions de sécurité et là, je voudrais pas, paraître pour la personne qui dit: «Il y a qu'à faucon». C'est quelque chose qui a l'air simple dit comme ça, mais c'est extrêmement difficile derrière parce qu'il faut faire un inventaire donc des machines, un inventaire des produits qui sont sur ces machines-là et faire une veille sur les vulnérabilités et également déployer les correctifs et donc tout ça, ça génère en fait une charge de travail en général assez importante, surtout quand on n'est pas outillé. Donc ça peut générer une charge de travail particulièrement importante, notamment quand on n'est pas outillé pour les équipes, informatiques. Et le dernier point aussi, c'est d'utiliser en fait, des sondes par exemple de surveillance de trafic réseau, donc avec des produits, bah, typiquement comme du Gatewatcher que vous connaissez peut-être, qui font de l'analyse donc, des flux et l'idée c'est de pouvoir identifier, bah, quels sont les équipements qui dialoguent entre eux pour se dire: «Bah, ça c'est des comportements normaux et ça c'est des comportements anormaux» et pouvoir agir derrière. Donc vraiment ça, c'est les 4 recommandations de l'Agence du numérique en santé, c'est cloisonner, inventorier, faire du MCS, du maintien en condition de sécurité et surveiller et tout ça, bah, c'est pas si simple. Alors justement, nous, le sujet qui va nous intéresser vraiment côté CyberWatch aujourd'hui dans ce webinaire, c'est la partie inventor en fait faire l'inventaire des actifs, donc la partie inventaire et la partie aussi maintien en conditions de sécurité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a? Et une fois qu'on sait ce qu'on a, bah, comment on fait la veille en termes de vulnérabilité là-dessus. Alors comment on fait un inventaire sur un système d'information de santé? Donc il y a plusieurs techniques par rapport à ça. En fait, l'étape numéro 1 déjà, c'est puisque c'est difficile de recenser les IRM, en fait, une autre approche, ça peut être de se dire, bah, finalement, quels sont les postes de travail, par exemple, plus classiques, plus dans l'IT traditionnel, que j'ai et qui ont des logiciels où clairement, eh bien, c'est des logiciels qui sont liés à, des dispositifs biomédicaux.
Donc un élément qu'on peut nous on a tendance à recommander, c'est si jamais vous avez des outils d'inventaire un peu malins, typiquement CyberWatch en est un. CyberWatch est un produit un peu malin pour la partie inventaire comme ça. Si jamais en fait on récupère des informations sur vos postes de travail, eh bien vous allez pouvoir faire des requêtes du style: quelles sont les machines qui ont le port 11112 ouvert? Parce qu'il se trouve que les machines qui ont le port 11112 ouvert, c'est des machines qui travaillent avec le protocole DICOM ou avec le produit Radiant, et de la même manière, vous allez pouvoir aussi dire quels sont les postes qui ont le produit Radiant d'installer. Et quand vous avez des entrées qui remontent comme ça dans CyberWatch ou dans un autre outil d'inventaire, en fait, ça va vous donner des indices sur: ah ah, j'ai des postes qui sont a priori connectés à des équipements médicaux. Parce que ça veut dire qu'il y a du DICOM et tout, statistiquement parlant. Donc, à défaut d'avoir une liste précise de vos équipements biomédicaux, vous avez en fait, par le monitoring complet de la partie plus IT traditionnelle et des requêtes un peu malignes, vous avez la possibilité finalement d'essayer de démarrer une cartographie de vos actifs biomédicaux par des requêtes donc sur des produits typiquement issus des dispositifs biomédicaux ou des ports qui sont liés à tout ça. Ensuite, une fois que vous avez donc identifié les machines qui sont connectées à des équipements biomédicaux, on va pouvoir aller chercher des informations sur les équipements biomédicaux. Mais là, ça dépend à chaque fois du constructeur, c'est-à-dire que ça dépend de si c'est du Philips, du Siemens, du Schneider, des choses comme ça. En fait, ça dépend vraiment du constructeur. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que si vous savez faire des requêtes techniques depuis, par exemple, vos postes de travail qui sont connectés à ces équipements biomédicaux, et ben, en fait, il y a des requêtes qui vont pouvoir être lancées pour aller interroger, donc, avec les méthodes recommandées par chaque constructeur, vous allez pouvoir interroger ces équipements biomédicaux pour récupérer notamment les versions et les firmware de chacun de ces constructeurs. C'est-à-dire que ça va vous permettre de savoir que vous avez un équipement Philips, par exemple, qui utilise en fait, par exemple, du RapidLab, donc un équipement, Philips RapidLab, par exemple, donc ça, c'est pour faire de l'analyse, et en fait, vous allez pouvoir savoir que c'est de la gamme 1200 et que en fait, vous avez le firmware dans la version 3.0. Si jamais vous n'avez pas en fait les possibilités de faire ce genre de requête, malheureusement, c'est là où vous devrez faire de l'identification manuelle, et ça par contre, c'est quelque chose d'un peu plus difficile à mettre en œuvre parce que l'identification manuelle, ça va prendre du temps à des humains. Par contre, la recommandation clé de toute opération de prise, comme ça d'informations sur un équipement biomédical, c'est il faut éviter de faire des approches trop agressives. Donc typiquement, il faut éviter de lancer des scans Nmap, par exemple, ou équivalent sur ce genre de dispositif parce que vous pourriez provoquer en fait une panne de l'équipement biomédical. Donc vraiment, l'approche douce, c'est: j'ai déjà de manière automatisée, j'ai la possibilité de lancer des commandes sur des postes de travail. J'identifie mes postes de travail qui sont connectés à des équipements biomédicaux, soit par, la présence d'un radiant ou alors d'un port, par exemple, qui serait lié à du DICOM sur mes postes de travail. Donc je fais un premier filtre là-dessus, et après sur tous ces postes de travail-là, je peux lancer des requêtes douces qui vont aller interroger à l'aide des commandes qui sont documentées dans les docs de mes constructeurs, je vais aller interroger les machines Philips ou Siemens et tout à côté pour récupérer des informations sur qu'est-ce que c'est comme modèle, quel est le type de firmware qu'il y a dessus et quelle est la version associée. Mais allez surtout pas donc lancer du Nmap avec du Kali Linux ou autre. Une fois en fait qu'on a fait cette liste-là, bah, il y a la partie MCS qui intervient. Et donc comment ça marche la partie MCS sur les dispositifs médicaux? Bah, en fait, l'approche traditionnelle, c'est il faut aller consulter les sites des différents constructeurs. Donc, il faut aller sur le site des alertes de sécurité. On parle de Security Advisories. Il faut aller sur le site de Philips ou de Siemens, par exemple, pour récupérer régulièrement les nouvelles informations sur voici les vulnérabilités qui concernent ce type d'équipement. Et ça, donc, ça ne marche bien que si on sait quels sont les équipements que l'on a. C'est-à-dire que si mais je sais pas, par exemple, que j'ai du RapidLab 1200 version 3.0, je vais avoir du mal à faire mon analyse quotidienne sur les vulnérabilités qui sortent chez Philips et chez Siemens. Une autre approche aussi, c'est de faire une veille à partir des sites des autorités. Donc, les autorités que nous, on recommande d'aller voir en permanence là-dessus, c'est notamment le site du CERTFR de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui donne énormément d'informations sur le sujet. Ou alors, en fait, des sites comme celui du NVD, donc la National Vulnerability Database, qui recense en fait et évalue surtout toutes les vulnérabilités référencées dans les bases CVE et qui leur donne une note. Et donc, vous avez la possibilité soit de regarder les alertes du CERTFR qui sont déjà un peu plus filtrées par les équipes de l'ANSSI, soit les données brutes qui viennent du NVD directement.
Une fois que vous avez accès aux informations issues d'un site comme celui du NVD, et ben, en fait, vous allez avoir des informations sur OK, il se trouve que cette vulnérabilité, donc une CVE précise, on va vous dire en fait il y a une section qui s'appelle Non Affected Software Configuration. Donc, en fait, c'est les configurations qui sont connues comme étant affectées par chaque vulnérabilité. Et en fait, c'est des éléments qui vont être recensés dans un format qui s'appelle le format CPE. Et le format CPE, si jamais je résume, c'est une manière de décrire des produits pour dire ça, c'est tel fabricant, tel constructeur, par exemple Philips. Le produit, c'est le produit firmware des IRM de la gamme 3T, par exemple. Et après, il y a une version qui est indiquée. Ça vous permet de savoir, par exemple, que si vous avez ici donc des Philips qui sont avec, de la gamme 3T en IRM avec un firmware qui est entre les versions 5.0.0 et jusqu'à la version 6.0.0 exclus, et ben, en fait, vous avez via la partie non affected software configuration, vous avez l'information que la vulnérabilité va être présente ou pas sur votre équipement biomédical. Et donc, une approche assez simple, en fait, classique pour faire du MCS comme ça, sans être particulièrement outillé, c'est de faire un petit fichier Excel dans lequel vous recensez donc les produits que vous avez, les produits biomédicaux avec la marque, le modèle de l'équipement, la version, et ça vous permet d'identifier quelles sont vos configurations qui sont vulnérables à partir de cette analyse de données CPE. Le problème, en fait, c'est que si vous vous arrêtez là, vous allez avoir peut-être un peu trop de travail à faire au quotidien. C'est pour ça qu'une autre recommandation du MCS, c'est de faire une bonne analyse de risque. C'est-à-dire, une fois que vous savez quelles sont les vulnérabilités qui sont présentes sur vos équipements, l'idée, c'est de prioriser les résultats de tout ça. Et pour faire une bonne analyse de risque, donc comment ça marche? En fait, j'aime bien prendre cette allégorie là-dessus. J'aime bien illustrer la situation avec les vulnérabilités informatiques sous la forme des phobies humaines. C'est-à-dire que, en fait, il y a énormément de personnes qui a peur donc des requins, mais très peu de personnes qui ont peur des moustiques. Or, si on regarde les chiffres, en fait, il y a moins de 10 morts par an pour les requins, alors qu'il y a 800 000 morts par an pour les moustiques. Et en fait, la sécurité informatique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est pas parce que tout le monde a peur d'une vulnérabilité que c'est celle qui représente un risque réel pour votre système d'information. Petit cas concret, si on prend la vulnérabilité Spring4Shell, c'est une vulnérabilité en fait qui nécessite vraiment explicitement plein d'erreurs de configuration de la part des développeurs pour pouvoir être réalisée. Et donc elle est extrêmement difficile à exploiter. Statistiquement parlant, il y a très peu de chances que vous soyez attaqué par Spring4Shell. Et pour autant, il y avait plus de 1 million de résultats sur Google quand vous tapez Spring4Shell. À l'inverse, Bluekeep, une vulnérabilité qui, elle, est très facile à attaquer pour des pirates et qui est très dangereuse, et ben, en fait, c'était moins de 500 000 résultats sur Google. Donc, Bluekeep, beaucoup moins d'informations sur les moteurs de recherche parce que beaucoup moins d'articles de presse, beaucoup moins d'éléments sur les réseaux sociaux. Spring4Shell, beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux et beaucoup d'informations sur Google, plein d'articles de presse là-dessus. Et pourtant, c'est Bluekeep qui mérite votre attention et pas du tout Spring4Shell. Et donc, il y a besoin de rationaliser un petit peu les analyses de risque en sécurité informatique parce que sinon, vous allez vous laisser emmener au quotidien vers des éléments dont les gens parlent, mais qui ne sont pas forcément les éléments que vous devriez vraiment traiter au quotidien. Donc, comment on fait ça? Quelle est notre recommandation pour tout ça? En fait, l'objectif, c'est de vous recommander tout simplement de faire une analyse rationnelle à partir d'une évaluation du risque technique. Est-ce qu'en fait, il y a vraiment une probabilité d'attaque? Et puis un risque métier, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on fait une attaque informatique avec cette vulnérabilité? En fait, c'est vraiment probabilité, quelle est la chance que l'attaque se produise et quel est l'impact si jamais elle se produit sur votre système d'information. Comment ça se passe pour ça? En fait, il y a une méthode que tout le monde connaît au moins partiellement. En fait, normalement, le mieux pour ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le CVSS version 3.1. Tout le monde ou presque connaît le score CVSS qui est attribué par notamment l'ONVD à des vulnérabilités au quotidien. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le score de base. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des personnes savent ce que c'est le score CVSS. C'est une note qui va de 0 à 10 pour chaque vulnérabilité qui est publiée. Et c'est une note qui est attribuée notamment par la National Vulnerability Database. Par contre, le grand problème du marché, c'est que la plupart des gens prennent le score fourni par les autorités comme le score qui s'applique chez vous. Or, c'est pas le cas et en plus, le standard CVSS version 3.1 vous propose d'aller systématiquement un peu plus loin. C'est-à-dire que, en vrai, le standard vous permet de raffiner l'analyse de chaque vulnérabilité en prenant en compte la dangerosité réelle de la vulnérabilité dans le temps
Donc c'est quelque chose qui évolue dans le temps parce qu'en fonction de la vie de la vulnérabilité, elle va avoir plus ou moins de facilité à être utilisée par des pirates, notamment grâce à des kits d'attaque publiés gratuitement sur internet qu'on appelle des exploits. Donc c'est-à-dire que de temps en temps, les vulnérabilités vont avoir en fait des petits kits publiés gratuitement sur internet, on appelle ça des exploits et ça fait changer le score de la vulnérabilité dans le temps et donc ça s'appelle le score temporel dans le standard CVSS v3. Mais là, vous avez un autre problème, c'est que si on s'arrête là, chaque vulnérabilité en fait va avoir un score unique, quelles que soient les zones qui sont concernées dans votre système d'information. Et c'est pour ça qu'il est important de rajouter une autre partie qui s'appelle le score environnemental, où là, ça permet en fait de refléter l'exposition de vos actifs. Est-ce que c'est un actif qui est très connecté au réseau du système d'information alors qu'il est totalement débranché de tout, par exemple? C'est particulièrement important dans les équipements biomédicaux qui sont souvent donc isolés ou cloisonnés. Et de la même manière, vous allez pouvoir refléter les exigences métiers. Vous allez pouvoir dire: «Là, j'ai des exigences faibles, moyennes ou élevées en matière de confidentialité, d'intégrité et en termes de disponibilité». Et quand vous rajoutez donc ces critères qui décrivent votre contexte métier, votre environnement métier, eh bien, on aboutit à un score plus fin, plus intéressant qui s'appelle le score environnemental. Et en fait, ça veut dire qu'à partir d'une vulnérabilité qui démarre à 8,3 sur 10, par exemple, on va finalement descendre à 5,9 sur 10 sur un actif qui aurait de faibles exigences. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire que si je mets c'est un actif qui est, quand on projette la vulnérabilité, représente un risque de 5,9 sur 10, et ben, ça vous permet de vous dire: «OK, c'est peut-être pas ici que je vais mettre tous mes efforts aujourd'hui». Et donc, la contextualisation, en vrai, c'est quelque chose qui est déjà très facile à faire avec des outils du marché, notamment la méthode CVSS v3.1. Mais par contre, il faut utiliser toute la méthode, c'est-à-dire qu'en général, trop de personnes s'arrêtent à la partie: «Les autorités disent que ça vaut 8,3 sur 10, donc ça vaut 8,3 sur 10». Eh ben non. En fait, dans votre environnement, sur un actif A, ça sera peut-être 5,9 sur 10 et sur un actif B, ça sera peut-être 9,5 sur 10. Et donc, il faut faire vraiment attention à bien prendre en compte le score temporel qui permet en fait de refléter la partie probabilité d'une attaque informatique. Tandis que la partie, en fait, score environnemental, ça va vous permettre de prendre en compte vos exigences métiers. Et ça, c'est vous qui avez la main là-dessus. C'est-à-dire que la partie score temporel, c'est pas vous, c'est la communauté internationale. Quand elle travaille sur des kits d'attaque et qu'elle les publie, ça fait que la vulnérabilité devient plus facile à utiliser. La partie score environnemental, c'est vous qui avez la main là-dessus. Pour chacun de vos actifs, vous pouvez dire, là, c'est un actif avec des enjeux élevés ou pas du tout, qui est exposé très fortement ou pas du tout. Et ça, donc vraiment, c'est la recommandation parce que ça vous permet de prioriser les vulnérabilités d'une manière, en fait, très neutre et en plus de ça, qui est reconnu au niveau international. C'est-à-dire que n'importe quel auditeur qui vient vous voir, qui dit: «Mais pourquoi, la vulnérabilité là, vous l'avez acceptée?» Ça vous permet de dire: «Bah, en fait, j'utilise une méthode reconnue et le résultat me semblait en dessous de ce que je dois traiter au quotidien». Le problème de cette méthode, c'est que, bah, en fait, ça peut prendre comme un petit peu de temps. C'est-à-dire que s'il faut évaluer ça vulnérabilité par vulnérabilité sur chacun de vos actifs, bah, en fait, ça consomme du temps humain et c'est pas négligeable. Donc c'est pour ça que typiquement au niveau de CyberWatch, nous, on a une approche qui vous permet justement de gagner du temps là-dessus et qu'en fait, on vous accompagne dans tout ce qui est maintien en conditions de sécurité, puisqu'on vous aide à faire déjà une cartographie de vos actifs. Donc on vous aide à déjà identifier ce que vous avez chez vous, soit par nos méthodes à nous, soit en se câblant à des outils tiers. C'est-à-dire que si vous utilisez par exemple du CyberMDX, si vous utilisez du Medigate, si vous utilisez du Clarity, si vous utilisez même GLP et tout, en fait, on peut aussi s'interfacer avec ce type d'outils pour vous aider à identifier ce que vous avez chez vous et surtout derrière à lancer des scans de vulnérabilité sur ces actifs avec différentes méthodes qui vont être plus ou moins agressives. Et donc pour les équipements biomédicaux, typiquement, c'est pas du tout agressif. Et après, vous pouvez renseigner les fameux critères métiers dont je vous parlais sur chacun de vos actifs. Ça vous permet de renseigner ça dans CyberWatch, de sorte à ce qu'on fasse le calcul de la priorisation de manière automatique et de manière continue pour votre système d'information. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir une approche où les vulnérabilités publiées au quotidien, on va les projeter finalement dans votre environnement métier, identifier aussi s'il y a aussi des vulnérabilités qui ont des kits d'attaque ou pas, et ça nous permet en fait de vous dire, bah, parmi toutes les vulnérabilités qu'il y a chez vous, ça, c'est la partie qui est très importante. Tout le reste, franchement, ça peut attendre. Derrière, on vous fait des tableaux de bord et puis petite originalité, alors attention, ça ne concerne pas la partie équipements biomédicaux, mais en fait, on a un module de patch management embarqué qui vous permet d'aller jusqu'à déployer des correctifs de sécurité, notamment ce qui est KB dans le monde Windows et ce qui est APT, Zipper et Pacman Install dans le monde Linux.
C'est une solution qui se déploie aussi dans votre environnement, sans transfert de données vers l'extérieur. Donc ça vous permet d'avoir une approche en fait auto-hébergée. Si vous préférez faire du mode SaaS, on peut aussi le proposer, mais si vous êtes vraiment dans un mode auto-hébergé pour justement avoir des approches de scan cloisonnées, ben c'est là où c'est fort pratique parce que notre logiciel peut se déployer intégralement chez vous et même sans connexion internet. Au niveau des modes de scan, on peut faire différents types de scans. Selon les zones de votre système d'information, ça sera plus ou moins adapté. On peut par exemple faire du scan de port ou de site web. Donc c'est vous nous donnez une IP, on va taper sur les ports de ces IP-là. Quand ce sont des URL, on va en plus les parcourir pour faire des analyses OWASP sur tout ce qui est donc le site web, injection XSS, SP et tout. Et puis pour les équipements un peu plus intéressants du point de vue système, donc les machines par exemple Windows, Linux et tout, mais en fait, soit vous déployez un agent dessus, et dans ce cas-là, en fait, c'est l'agent qui envoie des requêtes vers le scanner CyberWatch, ce qui vous permet aussi de scanner tout ce qui est poste de travail, typiquement. Soit vous donnez à notre scanner CyberWatch des identifiants pour qu'on se connecte à la cible, via SSH pour tout ce qui est machine Linux, WinRM pour toutes les machines Windows, ou SNMP pour les équipements réseau, par exemple du Fortinet, du Palo Alto, etc. Et on a un dernier mode de scan, c'est celui qui est tout en bas, c'est la partie sur les scans déconnectés. En fait, ça, c'est le mode de scan où, bah, pour résumer, c'est le mode le plus flexible et le plus sûr pour vous au quotidien, pour les environnements les plus sensibles. Vous pouvez extraire les scripts de scan de CyberWatch, ça vous fait des fichiers Bash et PowerShell. Vous les exécutez sur les cibles, ça va vous faire des fichiers texte et vous renvoyez ces fichiers texte dans le scanner, ça vous donne les résultats. Ça vous permet notamment de faire des scans par clé USB, par exemple, dans des environnements qui seraient totalement cloisonnés. Ça vous permet vraiment d'aller très loin dans la flexibilité des scans, dans le respect de vos contraintes de cloisonnement en interne. Pour les environnements justement sous contrainte, la partie scan déconnecté, je vous ai parlé des scans par clé USB, mais en fait, on peut aussi s'intéresser avec une CMDB tiers. C'est par exemple, on a des clients qui nous envoient des données donc directement de leur clarotier ou des données directement issues de leur CyberMDX ou de leur Medigate. On peut récupérer des données là-dessus et vous donner les vulnérabilités associées. Ou encore, vous pouvez aussi faire de la saisie plutôt manuelle, que ce soit directement dans notre interface ou à partir d'un fichier Excel si vous préférez, avec dans ce cas-là de l'import des données de votre fichier Excel dans CyberWatch. Donc ça, c'est vraiment le mode de scan qui est le plus adapté à des environnements biomédicaux où il y a un petit peu de contraintes en général, que ce soit par clé USB, par intégration avec des outils tiers ou alors par de la saisie manuelle. Et ça, c'est vraiment le mode qu'on recommande pour les systèmes les plus sensibles. Classiquement, une question là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse machine par machine, c'est pas possible. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, vous avez une flotte qui peut être, je dis bien qui peut, être assez homogène. Par exemple, vous allez avoir en fait la même version sur 5 IRM différents. Et dans ce cas-là, ça sert à rien d'aller scanner 5 IRM différents. C'est plutôt, on va dire, OK, j'ai un IRM présent 5 fois chez moi avec telle version et on va monitorer qu'une seule fois dans CyberWatch. Donc, on va faire ce type d'analyse. Dans ce cas-là, ça me permet de couvrir donc un périmètre assez large, hein, comme ça avec, c'est-à-dire qu'on peut faire donc de l'analyse de poste de travail, de serveurs, d'équipements réseau, de conteneurs. On peut faire de l'analyse aussi de systèmes industriels, de sites web. On peut aussi faire, de l'analyse de bibliothèques logicielles. Donc on peut aller vraiment très, très loin là-dedans. Et en plus, avec la partie mode de scan air-gap, on respecte une des contraintes fortes des constructeurs qui est souvent l'IHM, la machine Windows par exemple, qui est connectée à l'équipement Philips, faut rien installer dessus. Bah, en fait, ça ne laisse aucune trace, notre scan déconnecté comme ça, d'où l'intérêt aussi. Alors maintenant, si je vous fais la petite démonstration par rapport à tout ça, donc je vais vous partager mon écran. Hop, hop. Alors, je vois qu'il y a une question, d'ailleurs, donc ça va être très bien pour la petite démonstration. Pour les scans externes, il est indiqué que cela se fait par la saisie du nom de domaine. C'est-à-dire que si je saisis cézanne.fr, eh bien, le scanner va retrouver tous les domaines exposés. Alors, c'est pas quelque chose qu'on fait par défaut, mais on peut le proposer. Je vais pouvoir le faire dans la démonstration. Donc, je vais vous montrer le tout. Hop, je vais vous montrer le tout dans la démonstration. Donc, je vais aller partager mon écran. Hop. Voilà, donc là, je vois qu'on voit bien mon écran, je vois bien sur Livestorm et donc en fait, pour résumer, donc Cybot, donc ça, c'est l'interface du logiciel et en fait, effectivement, on a un système, de scan donc dual, par exemple Cezanne.fr, mais en fait, on a aussi un autre système qui est ce qu'on appelle le scan de découverte. Le scan de découverte, c'est typiquement quelque chose, bah, qui sert à découvrir. On aime bien faire les choses simples, les scans de découverte, ça découvre. C'est pas du scan de vulnérabilité, ça c'est l'étape un petit peu avant, c'est l'étape de cartographie de vos actifs. Donc il y a un petit bouton, par exemple, ajouter et là, on a plein de connecteurs, du VMware, de l'Azure Active Directory, du LDAP,
du Certificate Transparency, des bases Wiz, du AWS, du Azure, du GCP, de l'OpenStack, du scan réseau, des images de code. En fait, l'idée, c'est on va aller chercher des informations à partir de données que vous nous fournissez et on va regarder ce qu'on peut trouver à partir de là. Donc si on fait la petite présentation comme ça, si on fait la petite démo, sur la partie saison.fr, si jamais je vais dans la partie Certificate Transparency, je peux taper saison.fr ici et là, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va regarder les sous-domaines liés à saison.fr et qui ont fait au moins une fois l'objet d'un certificat SSL TLS. Ce que ça veut dire, c'est que là, je fais pas un scan de vulnérabilité, c'est juste je regarde les sous-domaines qui ont fait un jour l'objet d'un certificat SSL TLS et alors il faut savoir qu'en fait, chaque certificat qui est généré, ça laisse en fait une petite trace dans des données internationales et notamment en fait la base la plus connue là-dessus, c'est Certificate Transparency. On se câble dessus et là, par exemple, on voit que ça a découvert 6 actifs. Je peux demander à les afficher et on trouve Annuaire Maya, lab.ppr.sris, OPH Diat Test, PRD-SRIS, PPR-SRIS. J'ai pas du tout fait de scan de vulnérabilité, c'est juste j'ai listé les sous-domaines qui ont laissé des traces dans les bases de Certificate Transparency. Donc ça, c'est vraiment des informations publiques qu'on vient juste chercher directement et ça nous permet de lister des sous-domaines comme ça. C'est certainement pas tous les sous-domaines qui ont été, enfin, qui existent par exemple pour saison.fr. On peut aussi lancer des approches par brute force dans ce cas-là, mais par contre, là, ça va sortir du temps accordé à ce webinaire parce que vraiment, c'est du vrai brute force. C'est-à-dire qu'on va faire aaa.saison.fr, bbb.saison.fr, etc. pour énumérer plein de possibilités et voir ce qui résout, ce qui résout pas. Là, c'est vraiment une approche avec Certificate Transparency où c'est qu'est-ce qui a laissé des traces pour saison.fr. On a d'autres types de recherche. On peut en fait demander à CyberWatch de chercher le propriétaire de saison.fr et de regarder en fait les noms de domaines qui sont associés à ce même propriétaire. Donc là, ça n'en a pas trouvé, on a juste trouvé le propriétaire, mais on n'a pas pu trouver d'autres noms de domaines qui ont exactement le même propriétaire. Mais en fait, ça permet par exemple de lister de temps en temps des propriétaires. Bah, par exemple, si je vous fais la petite démonstration pour cyberwatch.fr, hop, en fait, là, on voit bien que c'est CyberWatch SAS et en fait, on voit, en fait, des domaines qui avaient été achetés pour faire des simulations de phishing de temps en temps et donc en fait, typiquement, on voit d'autres noms de domaines qui appartiennent au même propriétaire. Donc on a cette possibilité-là, c'est, je découvre mon système d'information. Là, c'est plutôt sur la partie externe, ce que je vous ai montré et après ça vous permet de dire, bah, en fait, maintenant ça et ça, par exemple, je vais lancer un vrai scan web dessus. Je vous ai parlé de la partie externe, mais en fait, il n'y a pas que. C'est-à-dire qu'on peut aussi récupérer des données à partir, par exemple, d'un environnement VMware ou à partir même, en fait, d'un Azure AD. Donc la partie Azure AD, en fait, c'est pour faire, de l'import de données Intune. On sait aussi, en fait, que c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé dans les hôpitaux. Donc typiquement, je peux aller dans la partie Azure AD, par exemple, ici, et je vais demander à CyberWatch de lister mes machines qui sont dans mon environnement Intune et en plus de ça, je peux même demander à CyberWatch de se câbler à mon environnement Intune par API pour récupérer les données. Et en fait, là, ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que je vais récupérer les données de Intune pour faire une analyse de vulnérabilité sur cette base-là. C'est-à-dire que je peux faire un scan en fait de vulnérabilité sur à partir en fait des informations qui sont dans ma base Intune en tant que CMDB. Et donc, on va pouvoir voir aussi la petite démonstration comme ça. Et donc, ce que je fais là avec Intune, on peut faire la même chose en fait avec d'autres équipements de type CMDB qui vont lister un petit peu ce que vous avez chez vous. Cas concret, si vous avez des choses qui sont liées à, par exemple, du CyberIndex, du Medigate, hem, du Gatewatcher aussi, ou alors typiquement aussi du Claroty, en fait, on va pouvoir récupérer les informations de ces sondes qui auditent votre réseau, qui vont vous lister des équipements industriels, notamment des équipements biomédicaux. On va pouvoir importer tout ça et vous faire les analyses sur cette base-là. Et là, en fait, on voit que j'ai 6 actifs qui ont été découverts, 6 actifs qui ont été enregistrés, c'est-à-dire qu'ils sont scannés. Et effectivement, j'ai mes actifs ici et je peux ensuite voir donc les actifs et en fait, donc là, ils sont encore en cours d'analyse, mais en fait, on va avoir les résultats donc d'ici quelques secondes. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est en train de faire l'analyse de vulnérabilité et on va voir donc le taux apparaître petit à petit. Donc on peut vraiment en fait faire ces opérations-là comme ça, de sorte à récupérer les données qui existent sur un système d'information à partir de là où vous avez les informations. Autrement dit, quand vous avez des systèmes un peu sensibles, on va pas forcément vous imposer de déployer un agent ou de nous donner des identifiants pour vous connecter aux cibles. On peut faire des choses beaucoup plus simples pour vous faire gagner du temps et vous aider à faire les analyses de vulnérabilité sur tout ça. Alors,
puisque notre objectif aujourd'hui, c'était de parler d'équipements biomédicaux, en fait, comment ça se matérialise dans Cyberwatch, en fait, un équipement biomédical? Et ben, en fait, l'objectif, ça va être de générer une chaîne de caractères qui décrit votre équipement biomédical. Alors, par exemple, si jamais je vous donne un petit cas concret pour tout ça, en fait, il y a un petit formulaire que vous pouvez remplir soit manuellement, soit à l'aide d'un fichier Excel, soit donc qui peut être généré automatiquement à partir d'une CMDB. Et en l'occurrence, si jamais je me dis que je veux travailler sur du Siemens, du RapidLab par exemple, si jamais je fais la saisie manuelle, donc je vais choisir exprès le système le plus complexe pour vous aider à voir ce que c'est le cas le plus dur à traiter. Mais je vous rassure, hein, tout ça en fait, ça peut s'automatiser. C'est-à-dire que vraiment, si je vous montre le cas le plus complexe, parce que en vrai, tout est beaucoup plus simple que ça. Mais je préfère vous montrer la voie la plus difficile qu'on propose aux clients qui ont besoin de faire de la saisie manuelle. Et ben, je vais pouvoir taper: «J'ai du Siemens RapidLab 1200» par exemple. Je tape Siemens RapidLab 1200. Ensuite, je vais pouvoir dire justement, bah, en fait, c'est un produit Siemens, parce que, bah, Siemens RapidLab, c'est du produit Siemens. Et après, en fait, je vais devoir saisir le format qui décrit le mieux mon équipement dans un format qui s'appelle, en fait, le format CPE. Donc c'est un format qui permet de décrire tous les produits, en fait, principaux du marché. Et donc je vais pouvoir saisir ce format-là avec des petits noms de code comme ça, qui sont propres à notre documentation. Et derrière, je vais saisir mon code CPE complet. Donc je vais dire que je vais travailler avec le CPE format 2.3, que c'est un système d'exploitation avec le O. Et ensuite, en fait, le format classique des codes CPE, c'est constructeur, ici Siemens. Ensuite, je vais devoir saisir le nom du produit et c'est là où, en fait, il faut bien, en fait, connaître le marché ou alors, en fait, se faire accompagner typiquement par nos équipes. C'est-à-dire qu'on a en fait, on a notre équipe qui peut vous aider sur les intégrations et le scan de vos produits biomédicaux. Et en l'occurrence, en fait, un Siemens RapidLab 1200, le code CPE reconnu au niveau international qui décrit un firmware de RapidLab 1200, c'est RapidLab underscore 1200 underscore firmware. Maintenant, j'ai mon constructeur, j'ai mon produit et derrière, je dois saisir la version. Donc, je vais pouvoir dire, par exemple, bah, en fait, j'ai une version 3.0 de mon firmware, donc de Siemens Rapidlab 1200. Et derrière, il y a des étoiles qui permettent de compléter le format CPU. Voilà. Et ça, en fait, c'est ce qui décrit un automate Siemens RapidLab dont le firmware est en version 3.0 et la gamme de ce RapidLab, c'est la gamme 1200. Soit on le saisit manuellement comme je l'ai fait, mais il faut être un petit peu habitué, soit on peut importer ces données-là à partir de fichiers que vous avez chez vous, des fichiers Excel par exemple, ou alors à partir en fait des informations fournies par votre maintenance, Siemens ou Philips et tout, ou alors à partir de scans en fait réseau, par exemple encore une fois donc je parlais de sonde passive tout à l'heure, donc typiquement un Gatewatcher aussi peut nous donner ce genre d'informations. Ici, mais je clique sur créer et ben, en fait, CyberWatch va me dire: «OK, ben, en fait, ce Siemens RapidLab 1200», on voit bien donc que c'est un Siemens et en fait, on voit qu'il y a 2 vulnérabilités qui affectent ce type d'équipement. Donc il y a CV 2018 4846 qui a un score un score CVSS de 9.8 et en fait, donc on va dire que c'est une vulnérabilité prioritaire ici parce qu'elle a un score contextuel quand on projette cette CV-là sur cet actif, on voit que c'est un score de 9 sur 10 et on vous dit qu'il faudrait passer à la version 3.3 du firmware. Or, je vous ai dit tout à l'heure que typiquement, on a des stratégies de priorisation qu'on permet d'automatiser dans CyberWatch et effectivement, donc, en fait, je peux créer des stratégies de priorisation en disant: «Bah, voilà, je vais créer une stratégie, c'est un actif isolé qui est critique» et en fait, dans ce cas-là, je vais dire: «Exigence de confidentialité élevée, intégrité élevée, disponibilité élevée». Je vais pouvoir définir un seuil de sensibilité pour CyberWatch et je vais aussi pouvoir dire: «C'est un actif qui est totalement isolé, donc en fait, il est accessible que physiquement». Donc on peut refléter en fait les critères du score environnemental dans CyberWatch. Je sauvegarde, je retourne voir mon Siemens, hop, je retourne voir mon Siemens de tout à l'heure, hop, mon RapidLab il est là et là en fait, je vais pouvoir dire: «Bah, cet équipement-là en fait, je vais lui affecter la criticité, la stratégie de priorisation actif, isolé, critique». Je fais mettre à jour. J'ai CyberWatch en fait qui a déjà fini l'analyse des résultats et en fait là on voit qu'il y a plus la petite cible qui était présente tout à l'heure et il y a plus en fait de vulnérabilité prioritaire. Tout à l'heure, il y avait 2 vulnérabilités qui étaient marquées comme prioritaires parmi les 2 vulnérabilités présentes sur cet actif-là et en fait, pourquoi c'est ça? C'est parce qu'on voit en fait que le score contextuel sur
cet actif, pour cette vulnérabilité, il est de 6,2 sur 10 et sur l'autre, c'est 6 points. C'est-à-dire qu'en fait, CyberWatch a automatiquement recalculé les scores de chaque vulnérabilité sur cet actif et ne prend que ce qui dépasse. Que ce qui dépasse, sachant que le seuil, je l'avais défini à 7 sur 10, par exemple. Et donc, l'idée, c'est pas de mettre de la poussière sous le tapis en disant: «Ouf, je m'en occupe pas», mais l'idée, en fait, c'est que les ressources informatiques humaines, dans chaque établissement de santé, elles sont forcément limitées. Comme dans toute entreprise, il y a l'informatique, c'est un marché en tension. Il y a très peu de ressources humaines disponibles sur le marché pour faire tout ce qu'il y a à faire. Et donc, si vous priorisez pas à un moment donné vos analyses, vous allez avoir des problèmes. Et notre recommandation qui, en fait, se met directement en œuvre dans ce type de stratégie de priorisation, c'est utiliser les scores complets CVSS parce que ça vous permet de requalifier chaque vulnérabilité sur chaque actif à partir des critères métiers. Ça, c'est ce que j'ai modifié, mais en fait, on prend aussi en compte le cas des vulnérabilités qui ont plus ou moins de kits d'attaque. Si je vous donne un petit exemple, ça, c'est une machine Windows et en fait, là, on voit qu'il y a un petit éclair à côté de la vulnérabilité. En fait, ça, c'est-à-dire que c'est une vulnérabilité pour laquelle il y a des kits d'attaque et effectivement, si on clique, il y a une petite encyclopédie embarquée avec la description, la catégorie, les modèles d'attaque, les avis de sécurité, aussi les liens vers les kits d'attaque, le cas échéant. Donc, pour vous donner un autre exemple, si je prends la vulnérabilité CVE 2021-44228 qui est liée à Log4Shell, et ben, en fait, vous avez donc toutes les alertes de sécurité, mais aussi des petits exploits. On voit qu'il y en a plein. C'est vraiment, on est en train de dire, mais en fait, il y a plein de possibilités de te faire des attaques automatisées sur cette vulnérabilité. Donc, naturellement, celle-ci va être plus mise en avant qu'une autre vulnérabilité qui n'aurait pas de kit d'attaque, par exemple. Donc, on indique les vulnérabilités qui ont des kits d'attaque. On recalcule leur score en fonction de ça et on va projeter ensuite chaque vulnérabilité sur chaque actif et on vous dit, bah voilà, en fait, le seuil qui a été configuré sur cet actif nous permet de vous dire que ces vulnérabilités, au regard du seuil, elles sont au-dessus ou en dessous. Si elles sont au-dessus, elles sont marquées comme prioritaires, sinon, elles ne sont pas marquées comme vulnérabilité prioritaire. Une fois, en fait, que là, on part du principe que j'ai fait un scan sur cet actif, donc par exemple, si je reprends mon équipement Siemens Rapid Lab 1200, en fait, comment ça se passe pour la gestion du cycle de vie de cet actif-là? Ben là, j'ai 2 options. Soit, en fait, je retourne modifier à la main les informations et là, c'est un peu plus facile parce que je dis par exemple: «OK, j'ai fait la mise à jour vers le firmware version 3.3 et j'ai pas besoin de tout retaper, je vais juste effacer le 3.0 et je vais écrire 3.3 à la place et je sauvegarde». Et là, en fait, je vois que maintenant je suis passé à 0 vulnérabilité. On va vous dire, la vulnérabilité, elle a été détectée à 11h43 là, le 19 octobre, elle a été corrigée à 11h47 le 19 octobre. C'est-à-dire qu'on note à chaque instant ce qu'on a détecté et ce qui a été corrigé sur la base des informations dont on dispose. Et naturellement, si on s'interface avec des produits tiers ou alors si vous nous laissez faire des vrais scans sur vos actifs avec agent ou sans agent, en fait, on rafraîchit automatiquement ces informations de sorte à vous dire, bah, par exemple, là, sur un équipement comme celui-ci, on va vous dire, en fait, les vulnérabilités ici, on voit qu'elles ont été détectées, par exemple, en septembre 2019 et traitées en juillet 2022. Donc, on fait automatiquement pour vous ce suivi des vulnérabilités, de sorte à pas vous dire: «Bonjour, il y a que des problèmes», c'est aussi pour vous montrer, en fait, ce qui a été fait dans le temps chez vous. Après, on vous fait des rapports avec tout ça. Donc, un des rapports les plus appréciés par les clients, c'est celui-ci, qui est un petit rapport PDF où on vous dit, voici en fait donc les vulnérabilités qui sont présentes chez vous. Et chaque actif, en plus, vous pouvez lui affecter un ou plusieurs groupes. C'est des sortes d'étiquettes qui vous permettent de dire, ça c'est de la production, ça c'est de la production et tout. Et on reflète ces vulnérabilités donc par groupe également. Ensuite, vous avez la possibilité de représenter aussi par système. Donc, par exemple, ça vous permet de voir s'il y a beaucoup de vulnérabilités sur Siemens par rapport à Windows, etc. chez vous. Et puis, vous avez l'évolution des vulnérabilités avec les nouvelles vulnérabilités mois par mois, mais aussi les vulnérabilités corrigées par vos équipes, de sorte à ce que ça mette naturellement en avant le travail fait par vos équipes. Parce que souvent, comme des vulnérabilités, il y en a beaucoup. Si on ne met pas en avant le travail fait par les équipes pour montrer qu'en fait, les vulnérabilités, c'est pas il y en a et on les résout, mais en fait, malheureusement, il y a un stock et il y a un flux quotidien en fait de vulnérabilités à traiter. Et donc, que les équipes, elles traitent pas seulement l'actualité, mais aussi le passé et le passif finalement donc du système d'information. Eh bien, la direction parfois va pas forcément comprendre en fait que le travail en fait il est fait. Donc là, on le met en avant pour que les équipes puissent dire, en fait, on fait le travail, c'est juste que si jamais on veut faire mieux, il faut plus de moyens aussi. Donc on donne ces informations là également.
Petite originalité également de notre solution, donc on a un module de patch management embarqué dans notre produit et je terminerai donc, là-dessus, sauf s'il y a des questions. En fait, on a la possibilité pour des machines, par exemple Windows, de dire: «Bah, en fait, cette KB-là, elle m'intéresse parce qu'elle traite 923 CV, dont 221 prioritaires». Donc on vous donne aussi une notion de quelles sont les actions les plus intéressantes à lancer maintenant et vous pouvez aller jusqu'à planifier le déploiement du correctif quand c'est des KB Windows ou alors quand c'est du apt, du Yum, du Zyper, du Pacman install dans le monde Linux. Et en fait, on peut aussi s'interfacer avec des systèmes tiers. Ces interfaçages, ces interfaces en fait qu'on a entre notre produit et d'autres produits, c'est notamment par exemple des produits de patch management plus complets qui vont pas traiter que les KB ou alors le apt, le Yum, le Zyper ou le Pacman par exemple, qui vont vous permettre de déployer une mise à jour Mozilla Firefox sur une machine Windows. Ça, on ne le fait pas nous nativement. Et en fait, donc, soit vous pouvez câbler CyberWatch à votre SCCM typiquement, ou alors à votre WAPT, une solution de tranquillité. Donc, ça nous permet en fait de déployer comme ça des correctifs par interfaçage par API. Et autre point important, c'est qu'en fait, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait été racheté par Framatome en mai 2022, notamment pour quelque chose qui était assez important pour le marché, c'est quand on travaille sur des équipements, par exemple des équipements biomédicaux ou alors des équipements industriels, la question souvent qui se pose, c'est est-ce que si je mets la mise à jour, par exemple, de mon firmware en 3.3, est-ce que je vais avoir des problèmes? Et en fait, vous pouvez demander dans ce cas-là à Framatome Cybersécurité, qui a une vraie expertise là-dessus, de faire un contrôle de non-régression pour vous via en fait des jumeaux physiques ou des jumeaux numériques qu'ils peuvent déployer pour vous. Et donc ça, prendre attention, c'est une option de forme prestation de service que vous pouvez faire avec Framatome Cybersécurité. Donc on peut vraiment vous aider sur le MCS avec même de la qualification comme ça. Alors il y a une autre question sur alors si j'indique que j'ai un actif isolé critique donc non exprès sur le réseau et que suite à une manipulation, cet actif n'est plus isolé, est-ce que CyberWatch le détecte et me le signale? Pour étendre la question, est-ce qu'un mode découverte permanent détecte les nouveaux équipements présents sur le réseau? Je vous confirme que oui. Alors comment ça fonctionne chez nous? En fait, vous avez la possibilité, par exemple, de faire des analyses sur des VLAN. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez dire: «CyberWatch, merci de balayer au quotidien tout ce qui est sur 192.168.1.1/24» et vous pouvez demander à CyberWatch, par exemple, de le recalculer tous les jours, par exemple. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez automatiser en fonction des paths réseau détectés, vous pouvez automatiquement, en fait, affecter à vos actifs des stratégies de priorisation. C'est-à-dire vous pouvez mettre des groupes, par exemple, en disant: «Ça, c'est un actif critique, ça ne l'est pas» et tout. Et en fait, vous avez aussi la possibilité, par exemple, de dire, bah, tout ce qui est dans tel VLAN, c'est la partie qui est exposée sur internet et du coup, vous pouvez dire: «En fait, dès que c'est dans ce VLAN-là, eh bien, je vais affecter automatiquement la stratégie de priorisation actif, exposé, ultra grave». Et donc comment ça fonctionne? Vous avez aussi la possibilité, en fait, de dire, bah, par exemple, tout ce qui a le port alors je pour la démonstration, je vais faire, par exemple, tout ce qui a le port 80 d'ouvert, et ben, en fait, je vais créer une règle qui fait que CyberWatch va automatiquement affecter la partie criticité élevée là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la possibilité de faire des règles de découverte, de ranger vos actifs sur la base de ces règles de découverte et d'avoir en fait des stratégies de priorisation qui vont en fait dépendre de ces découvertes. Mais par contre, attention, j'aime bien dire ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. On va pas deviner pour vous que tel VLAN, en fait, c'est le VLAN qui est exposé sur internet de manière frontale pour vous, parce que malheureusement, en fait, ça nécessiterait une intelligence qui, en fait, n'est que humaine et un outil, même si mais je vous le promettais très fort, vous ne pourriez pas me croire là-dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est plutôt on vous permet de découvrir vos actifs, on vous permet aussi de faire des filtres sur la base de critères techniques, par exemple les ports réseau ouverts, les applications présentes et tout. Et après, vous pouvez, sur la base de ces critères-là techniques, déclencher des stratégies de priorisation qui vont avoir du sens par rapport à vos besoins. Et notamment, donc, ça vous permet de dire, par exemple, je vous donne le cas extrême, hein, je vous le souhaite pas, mais vous pouvez dire, par exemple, tous les actifs qui sont découverts ici en termes de sous-domaines, je vais automatiquement mettre une criticité élevée dessus et je vous souhaite pas que vos actifs, biomédicaux se retrouvent dans ces listes-là. Mais en tout cas, on va jusqu'à cette phase d'automatisation. Donc j'espère que ça répond à cette deuxième question aussi sur le webinaire. Si jamais donc je vais un petit peu plus loin, donc nous, notre métier, c'est la partie MCS. J'espère que ça répond à l'essentiel donc des questions que vous avez pu avoir. Je vais, hop, stopper le partage. Voilà, je remets la slide et du coup, on vous aide encore une fois donc, à faire de la découverte de vos actifs, des tableaux de bord aussi. On vous aide à avoir une vision globale de votre parc avec un suivi des vulnérabilités sur chacun de vos actifs et notre métier, c'est vraiment de vous aider de bout en bout avec tout ça et donc ce
que j'espère, c'est que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur l'analyse des vulnérabilités pour des équipements, de santé, et je suis ravi de répondre à vos questions s'il y en a d'autres. Alors je vois qu'il y a une troisième question peut-être qui va être posée et donc vraiment vous avez le chat en ligne, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions dessus directement, je serai ravi d'y répondre. Alors, il y a une question sur les approches en fait multi-sites, sur notamment l'agrégation des résultats et effectivement donc, je vais vous remontrer la slide qui présente le mieux tout ça. En fait, vous avez la possibilité d'avoir un scanner principal, un scanner qu'on appelle le scanner maître, avec des scanners complémentaires qu'on appelle des scanners satellites. Les scanners satellites peuvent être déployés donc dans des environnements notamment cloisonnés et en fait les scanners satellites sont ensuite pilotés par un scanner maître et envoient leurs données vers le scanner maître. Typiquement, c'est ce qui est utilisé dans le cadre de groupes, de groupements hospitaliers territoriaux, donc des GHT. En fait, on va avoir par exemple l'établissement pilote qui va avoir le scanner maître et les établissements autres membres du GHT qui vont avoir des scanners satellites et donc tout sera piloté depuis l'établissement pilote et les centres hospitaliers autres vont avoir en fait des scanners satellites qui feront les scans, donc chez eux comme ça. On peut même aller un peu plus loin pour les structures qui ont différents niveaux de maturité dans le GHT. Par exemple, avec certains centres hospitaliers qui ont déjà une équipe sécurité qui a sa propre autonomie et d'autres centres hospitaliers qui n'auront pas ce niveau de maturité, vous pouvez en fait fournir aux centres hospitaliers les plus mûrs un autre scanner maître totalement autonome qui sera intégralement piloté au niveau local et qui enverra ses résultats vers le scanner du GHT, mais cette fois-ci en lecture seule. C'est-à-dire que vous avez la possibilité en fait d'avoir une approche distribuée des résultats avec donc une agrégation complète. Et soit c'est le scanner principal qui peut piloter des scanners satellites, soit il va juste récupérer les résultats en lecture seule des autres scanners. Et vous avez aussi la possibilité d'ailleurs de, demander à CyberWatch en fait de cloisonner ensuite la vue des résultats. Comment ça fonctionne? Donc là, je repartage mon écran. En fait, comment ça fonctionne? C'est avec les groupes ici. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de groupe, elle vous permet de dire ça c'est de la production, ça c'est établissement 1, ça c'est établissement 2. Et en fait, ces groupes-là, c'est pour les rapports que je vous montrais tout à l'heure, mais pas que. On vous permet en fait ici également de dire tel utilisateur n'a accès que à l'environnement, par exemple, de production, alors que à l'environnement, en fait, à l'environnement établissement A, établissement B et tout, ça vous avez la possibilité de déléguer des accès à chaque utilisateur de manière donc à ce que chaque utilisateur ne voit qu'une partie des résultats et que seules les bonnes personnes puissent voir tous les résultats agrégés. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille sur la partie structure multisite avec agrégation et délégation de pouvoir comme ça. Une autre question qui est posée, c'est au niveau des licences, comment ça fonctionne? Donc, les licences, en fait, elles dépendent, tout simplement, en fait, du nombre d'actifs à couvrir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte pour nous, c'est le nombre d'actifs réellement scannés. Autrement dit, les actifs qui sont découverts mais non scannés ne comptent pas. Par exemple, là, sur la partie scan de découverte sur le domaine saison.fr, on a découvert 6 actifs, mais on n'en a pas scanné du tout. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que dans ce cas-là, il n'y a pas de licence consommée. À l'inverse, dès que vous allez commencer à dire là, ça, par exemple, je vais lancer des scans dessus, là, ça va consommer des licences. Et donc, c'est un abonnement annuel qui dépend du nombre de licences que vous consommez. Et donc, ça, c'est pour la partie gestion des vulnérabilités. On a une option qui permet aussi de faire du contrôle de conformité. Ça permet d'aller un petit peu plus loin, par exemple, pour faire du monitoring sur la configuration de votre Active Directory par rapport au référentiel de l'ANSSI qui s'appelle point de contrôle Active Directory. C'était pas l'objet de ce webinaire, mais en fait, ça, c'est une option qui rajoute 30% sur le prix. C'est tout. Donc, pour résumer, est-ce que vous prenez vulnérabilité seule ou alors vulnérabilité plus la partie conformité, sachant que la partie conformité, donc, ça couvre plein d'autres choses en termes de configuration sur l'AD et sur les postes, les serveurs et tout. Et donc, vulnérabilité ou vulnérabilité plus conformité, question 1. Et puis question 2, le nombre d'actifs. Et après, c'est un abonnement annuel qui donc vous donne accès au logiciel, aux mises à jour intégrales du produit, mises à jour mineures et majeures, plus également au support par email et par téléphone, sachant que en plus, toute l'équipe est basée en France.
Et il est aussi possible donc d'avoir une quantité illimitée de licences, mais par contre, attention parce qu'en fait, c'est vraiment pour de très, 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 très grandes quantités, de machines. C'est-à-dire qu'en gros, c'est si vous avez plusieurs, même millions d'actifs que c'est intéressant, et on a un tarif en fait dégressif, par rapport à tout ça qui vous permet aussi donc d'avoir une approche, on va dire plutôt saine au niveau tarification. Et donc la quantité très importante d'actifs, on sait la gérer aussi au niveau licence et vous pouvez même faire ça de manière graduelle, hein. C'est-à-dire, par exemple, faut aussi se dire qu'en général, quand les clients démarrent, ils vont dire: «Je vais couvrir tel périmètre» et puis après ils rajoutent et donc on est très flexible au niveau des licences également là-dessus. Et par contre, si mais vraiment vous voulez une quantité illimitée, je vous confirme qu'on a une licence illimitée, mais encore une fois, elle est intéressante à partir d'un seuil qui est quand même assez élevé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, donc si jamais il y a aussi besoin donc plutôt d'avoir une approche groupe, effectivement, là, faudra en parler avec notre équipe commerciale, donc qui sera à votre entière disposition et d'ailleurs, en fait, il y avait certains membres de l'équipe commerciale qui sont dans le webinaire directement, notamment Thomas, qui est quelqu'un de formidable et qui pourra totalement répondre aussi à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, bah, dans ce cas-là, je vous remercie pour, votre attention. Et puis, de toute manière, si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va vous envoyer donc les éléments et il faut pas hésiter à nous solliciter aux coordonnées qui sont affichées ici. Donc merci bien donc pour, votre participation à ce webinaire. J'espère que c'était intéressant et puis à très bientôt.